Culture chic, influence pop, courant choc, bienvenue dans Version Française, le magazine qui annonce la couleur en 100% bleu, blanc, rouge. Pas la peine d'avoir des soucis avec la justice pour se rendre à la cour d'appel de Bordeaux. Voici un lieu chargé d'histoire. Sophie Malbranche oscille entre artistes et designers. Elle tisse des fils de métal avec des techniques industrielles innovantes. La capitale garde dans ses rues, ses bâtiments, les marques de l'histoire ouvrière. Aujourd'hui, nous revenons dans les pas de ces travailleurs. C'est aux abords de Rouen que l'artiste Marie Corus rend le monde de la céramique léger et poétique. Déniché aux 4 coins de France, voici les immanquables de la semaine, ses points de vue. Investir dans une laiterie dans les Deux-Sèvres, participer au lancement d'une boulangerie bio à Chambéry ou encore financer la création d'une cave à vin ambulante. Le point commun de tous ces projets, c'est qu'en plus d'être au service de l'agriculture et de l'alimentation, c'est vous qui êtes investisseur. Une manière d'encourager de belles initiatives. Si c'est le sulfureux film Emmanuel qui l'a démocratisé en Occident, ce fauteuil en rotin incontournable de la déco bohème trouve en réalité son origine dans la Polynésie de la fin du 19e. En effet, il voit le jour sous le règne de Pomaré V, le dernier souverain de Tahiti qui céda ensuite son royaume à la France. Comme quoi derrière chaque objet se cache une histoire. Pendant 11 années, le photographe Jean-François Josso s'est glissé dans le quotidien de l'artiste contemporaine Louise Bourgeois. C'est dans son atelier maison qu'il a suivi les journées de la sculptrice et dessinatrice. De cette expérience intime naquit l'ouvrage Louise Bourgeois, femme de maison, édité chez Albin Michel. Il y a ceux qui sont nés avec une petite cuillère en argent dans la bouche et d'autres qui l'ont trouvée chez Monette. L'idée des cuillères chinées en Picardie est gravée d'un mot doux, d'un surnom ou d'un petit message à Paris. On ne sait pas si la soupe sera meilleure avec, mais en tout cas, elle sera plus chic. C'est à Bordeaux que se dresse fièrement la cour d'appel. Ici, on rend certes des décisions de justice, mais on en apprend aussi beaucoup sur l'histoire, découverte. Il est un endroit au cœur de Bordeaux que peu de personnes ont la chance ou la malchance de connaître, tout dépend de quel côté vous vous situez. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec les coulisses de la justice bordelaise au Palais Thiac, autrement dit la cour d'appel. Un lieu majestueux, imprégné d'histoire et presque totalement confidentiel. Tout ce que vous allez voir ne se visite pas ou très peu lors des journées du patrimoine. Franck Lafossas, notre guide du jour, nous a donné rendez-vous sur le toit de la Tour des Sorcières. Pas de panique, elle n'a rien de menaçant, mais c'est une façon de nous replonger au Moyen-Âge et de comprendre l'environnement. La Tour des Sorcières, qui était l'une des 2 tours du Moyen-Âge du Fort du Ha, c'était une tour destinée à guerroyer. Ici, il y avait les canons, car c'était destiné à surveiller Bordeaux et, en tant que besoin, à bombarder Bordeaux. Et puis, il y avait les remparts, et à l'intérieur, il y avait le fort, c'est-à-dire toute la garnison et le château. Et à l'intérieur, à l'emplacement de ce qui était le corps de bâtiment, le château, aujourd'hui, la cour d'appel, le bâtiment Thiac. Son histoire commence au XIXe siècle. La ville de Bordeaux, orpheline de palais de justice, se met en quête d'un lieu qui pourrait former une cité judiciaire avec un palais de justice, une prison et une caserne de gendarmerie. Et c'est en 1845, après une dizaine de projets rejetés, que l'architecte Joseph-Adolphe Thiac débute les travaux. Un projet démentiel à la facture tout aussi démesurée. C'est une construction qui a coûté très cher, puisqu'elle a coûté presque 1 200 000 francs. Et notamment, elle a coûté très cher parce qu'il a été utilisé des matériaux tout à fait nobles. Mais ce qui va coûter très cher également sont les travaux de terrassement. Parce que l'architecte a complètement oublié qu'il y avait eu ici un rempart et des fondations de châteaux. Et lorsque les travaux vont être entrepris, il va falloir enlever tous ces gravats, ça va prendre un temps énorme. Mélange de style néoclassique et d'influence gréco-romaine, la salle des Pas Perdus impressionne par ses hauteurs sous plafond et sa luminosité. Et si vous regardez bien, ce ne sont pas les lampadaires qui apportent cette lumière, mais bien la verrière qui encadre le bâtiment. Cette verrière qui était faite de verre blanc à l'origine a été refaite à la fin du XXe siècle, a été refaite avec un vitrail.
Et d'ailleurs, particularité, les auteurs du vitrail se sont amusés à le signer en laissant un testament qui a été retrouvé il y a quelques années lors de travaux de restauration. Des inscriptions qui nous auraient forcément échappé. Autre détail important, le chauffage au sol. Et pour le voir d'un peu plus près, direction la salle d'audience de la première chambre. Alors, le système de chauffage que nous voyons ici, là, c'est une chaufferette. C'est un circuit d'eau chaude qui date de la construction du bâtiment. Ça a été installé par Duvoir en 1846. Ça a coûté fort cher d'ailleurs, 16 000 francs à l'époque. C'est un petit peu le chauffage central, quoi. Un système très malin et bien agréable pour se réchauffer lors des longues audiences. Et parmi les détails ingénieux mais tout aussi insolites, le trône du premier président. Pour la petite histoire, il serait très lourd à déplacer. Donc lui, il reste à sa position. Et c'est le bureau qui se déplace, mais non le fauteuil. Nous suivons maintenant Franck Lafossas vers la bibliothèque de la cour. Sous nos yeux, des étagères remplies d'ouvrages vieux de plusieurs siècles qui sont pourtant restés inoccupés quelque temps à la création de la cour. Les magistrats vont donc en Assemblée générale décider de créer un fonds d'achat des livres. Mais les livres, ça coûte très cher. Et on va avoir cette chose extraordinaire, c'est que les magistrats vont décider d'apporter en quelque sorte en dot à la nouvelle juridiction qui vient d'être bâtie, d'apporter leur propre fonds de bibliothèque. Un lieu solennel qui recèle encore bien des mystères, mais qu'il serait imprudent de dévoiler. Alors c'est ici qu'on vous laisse, car nous avons quelques ouvrages à feuilleter. Notre invité a modernisé la tradition ancestrale du tissage en utilisant des fils métalliques et des machines faisant appel à des techniques innovantes. Portrait de Sophie Malbranche. C'est à la main d'abord que la designer textile Sophie Malbranche a eu l'idée de tisser du fil métallique. Quelques années après cette découverte, elle invente un procédé pour industrialiser cette technique. Ces fils s'entremêlent, la lumière joue avec la matière et ses créations séduisent aujourd'hui les plus grands architectes. Dans sa galerie parisienne, la designer expose ses pièces uniques et quelques échantillons pour présenter son travail. Ce sont des fils de chaîne et de trame qui s'entrecroisent, c'est un tissage. La chaîne est composée d'acier inoxydable, un câble très souple qui permet d'avoir ce type de flexibilité, de malléabilité. Et en trame, ici, on a un fil de cuivre recouvert d'une couche d'argent et émaillé. Mais remontons le fil du temps pour découvrir comment Sophie a eu cette drôle d'idée. Et c'est dans son atelier qu'elle nous raconte son histoire. Lorsque j'ai fait mon diplôme de fin d'études à Duperré, j'ai travaillé sur la notion de transformation des matières industrielles, particulièrement issues de la seconde révolution industrielle. Comment les rendre malléables, féminines, sensibles, lumineuses, à l'aide de techniques textiles essentiellement manuelles. Au départ, la technique est donc entièrement artisanale. En 2009, elle décide de s'associer à Guillaume et Olivia pour industrialiser son procédé. La recherche aura duré 2 ans. Et c'est dans une petite usine en Mayenne que cette technique unique au monde a trouvé sa place. Olivia s'occupe aujourd'hui de la relation client et il faut dire qu'elle n'a pas de difficulté à transmettre son goût pour le travail de Sophie. C'est un travail singulier qui est un travail vraiment pour moi, une rencontre entre le féminin et le masculin, le féminin du tissage, cette beauté, cette sensibilité et peut-être le côté un peu plus masculin du métal. Il y a une recherche de couleurs très précise à laquelle je suis particulièrement sensible. Et puis après, c'est comment cette matière capte la lumière. Elle a vraiment réussi, là, avec ses tissages, à trouver un moyen de créer des panneaux, des matières qui peuvent être présentes tout en étant aussi discrètes. Leurs principaux clients sont des architectes et décorateurs dans le secteur du luxe. Majoritairement, on travaille sur du revêtement mural. On peut aussi travailler sur des feuilletages dans le verre pour faire des séparateurs d'espace. Et puis la troisième voie d'application, c'est pour habiller des fenêtres et donc en rapport avec la lumière directe. Donc là, ce sont soit des panneaux fixes ou des panneaux coulissants. Par exemple, ce panneau a été réalisé pour une boutique de produits haut de gamme.
La particularité donc de ce modèle, c'est qu'il est dégradé en densité. L'idée, c'est de ne pas voir ce qui est en partie basse jusqu'à 1 mètre de haut, et d'en revanche faire passer la lumière ensuite et faire passer le regard au travers du métal tissé. Avant que sa technique soit industrielle, Sophie a travaillé pendant 10 ans à la main. Dans l'atelier traîne encore un métier à tisser. Elle réalise une pièce unique qui sera encadrée dans une boîte en verre. Là, le travail que je mène, c'est un travail de recherche de fusion en fait, entre cet échantillon qui est une vague sculptée à la main et puis ces couleurs-là. C'est un mélange de quatre teintes qui font un effet graphique très vif. Elle vient ensuite sculpter à la main les fils pour créer des vagues irrégulières. Cet effet graphique de petits carrés qui sont construits par la couleur disparaissent et réapparaissent en fonction de l'écartement et du rapprochement des fils. Donc ça m'intéresse en termes d'effet visuel, parce que l'œil a beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe, et donc je sais que ça va interloquer le spectateur. Ce jeu avec le regard dépend aussi de sa recherche sur la couleur. Sophie travaille sur des tableaux, mais commence toujours par l'aquarelle. Donc c'est une série qui traite d'une recherche chromatique par la ligne. Donc on sent bien qu'il y a un dégradé bien particulier avec des effets optiques de mélange de couleurs. Et donc je travaille d'abord par impression picturale et puis ensuite je transcris ces dessins de recherche dans un langage textile. Un langage propre à Sophie Malbranche. La designer n'a pas fini de vous étonner de couleurs et de lumière avec cette technique unique au monde. Bonjour Sophie. Bonjour Caterina. Sophie, la vocation de tisser des fils de métal n'est pas née par hasard. Peut-être qu'on pourrait commencer par le début, et c'est la cuisine familiale d'un restaurant gastronomique à Honfleur, dans lequel vous avez grandi, et apprécié pas tellement, ou peut-être non seulement la cuisine, ce qu'il y avait dans l'assiette, mais surtout l'environnement. Cet environnement, les métaux qui étaient présents autour de moi, ont conditionné une forme de recherche esthétique chez moi, complètement inconsciente. Et cette esthétique est ressortie au moment où il fallait choisir de travailler sur un sujet d'étude particulier. Et donc, lorsque j'étais à Duperré en études sur la création textile et les techniques textiles, eh bien, il m'est venu l'idée de travailler avec des matériaux issus de la seconde révolution industrielle, et particulièrement les métaux. Alors il faut peut-être dire ici que vous avez redonné ces lettres de noblesse à un métier extrêmement figé. Effectivement, le tissage est une technique ancestrale qui ne m'intéressait pas beaucoup initialement. Et j'ai contourné en fait les contraintes de cette technique. J'ai fait un peu une innovation à ma sauce en travaillant sur des manières de perdre moins de temps dans le tissage, de faire évoluer la technique au profit de la beauté de ce qui naissait dessus, mais en essayant d'accélérer le processus. Et c'est ce que vous avez fait en 2009, après avoir cassé peut-être 5-6 métiers à tisser, parce qu'elle ne résistait pas à cette pression du métal. Vous avez mis au point un procédé assez mystérieux, assez secret. Oui. J'ai conservé un métier à tisser à bras de basse lisse, un métier traditionnel, pour pouvoir faire des pièces uniques et des recherches à l'atelier. Et parallèlement à cela, j'ai rencontré donc 2 personnes qui sont encore aujourd'hui mes associés et avec qui on a fait le projet d'industrialisation de mon procédé de fabrication. À ce moment-là, c'est une nouvelle période qui s'ouvre pour moi, où on va conserver toutes les propriétés intrinsèques des matériaux faits à la main et on va les transposer sur des machines qui nous appartiennent et qu'on a fabriquées nous-mêmes en interne et qu'on a peaufiné au fur et à mesure des années pour arriver aujourd'hui à tisser mécaniquement ces matériaux. Alors ça a été un peu un périple en dents de scie, mais très intéressant. Donc aujourd'hui, nous sommes
petits industriels du textile en France. Et c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que c'est un secteur qui a été complètement désindustrialisé. C'est un secteur où, je crois, 85 ou 90% des emplois ont périclité dans les 30 dernières années. Sophie, un mot sur la lumière et la couleur. Parce que la lumière, en fait, c'est tout dans vos Oui, réalisations. c'est un des composants de ce matériau, mais c'est un composant qui vient après la fabrication, mais qui se fait, c'est un composant intrinsèque de ce matériau. Sans lumière, il n'existe pas. Et donc, elle est fondamentale. Les couleurs, en fait, chez moi, c'est ma passion. Je suis avant tout une coloriste et ça m'amène d'ailleurs à développer une partie aujourd'hui d'œuvres qui sont des tableaux qui ne travaillent que sur ce sujet-là, dans une forme de nouveau linéarisme. Donc tout est travaillé sur un fil, sur une ligne. Et ce sont donc des lignes qui viennent s'amonceler un peu à la manière de ce que faisaient les pointillistes, en venant coller des petits points les uns à côté des autres et en vous donnant l'illusion que vous voyez du vert alors qu'il s'agit du bleu et du jaune mis l'un à côté de l'autre. Et donc on a cette synthèse soustractive qui arrive et on comprend du vert alors que ça n'en est pas. Merci Sophie. Merci Caterina. Le patrimoine et l'histoire ouvrière ont marqué la capitale. Aujourd'hui, l'ère industrielle est terminée, mais de nombreux lieux font encore vivre ces souvenirs. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré et plongé dans l'histoire ouvrière de la capitale. On débute notre voyage dans un haut lieu du syndicalisme au XXe siècle, la Maison des Métallos. Construit en 1881, le bâtiment accueillit la manufacture d'instruments de musique Quénon, puis fut vendu en 1936 à l'Union fraternelle des métallurgistes, les Métallos en question, une branche de la CGT. Racheté par la mairie de Paris, le lieu a rouvert en 2007 en tant qu'établissement culturel qui regarde vers le futur sans renier son passé. On ne peut pas faire abstraction de cette histoire dont nous sommes les héritiers aujourd'hui, que ce soit la question de la solidarité, prise en compte des problématiques sociales, économiques, écologiques. Je pense que ce sont des préoccupations qui auraient trouvé aussi un écho et restent d'actualité aujourd'hui. Et côté héritage, l'architecture du bâtiment est plutôt un beau cadeau. Le lieu a bien sûr été rénové depuis sa construction, mais au dernier coup de jeune, son look historique a été préservé. Comme ses piliers, rafraîchis, mais d'époque, ou le portail qui porte encore l'allure de son passé musical. Le projet actuel de la maison est de faire le pari que l'art peut être une ressource et non pas un bien de consommation, une ressource pour imaginer demain et notamment prendre part autant que possible au mouvement des transitions auxquelles nous devons faire face. Chaque mois, une nouvelle équipe artistique se relaie pour co-construire un projet culturel avec la direction. Musique, danse, vidéo, les disciplines se succèdent dans cette démarche collaborative qui rappelle les grandes heures syndicales de l'illustre maison tout en pensant à l'avenir. Vous reprendrez bien un peu de culture? Rendez-vous à la Bibliothèque des Amis de l'Instruction. Créée en 1861 par des artisans et ouvriers du quartier, c'est la pionnière des bibliothèques populaires et la première à avoir pratiqué le prêt d'ouvrage. Réunis en association, les membres, dont un certain Auguste Rodin, étaient bénévoles et copropriétaires des livres. Et ça n'a pas changé. Aujourd'hui, on est toujours des bénévoles en train de tenir l'association. Il n'y a pas eu d'arrêt, même pendant les guerres. Au contraire, à la limite, pendant les guerres, c'était même un refuge. Avec le temps, le catalogue s'est un peu diversifié, passant de nombreux manuels techniques à des ouvrages politiques, philosophiques, historiques ou même des romans. Près de 20 000 livres anciens dorment sur ces étagères, alors qu'ils n'étaient que quelques centaines au début. Un fonds d'une grande valeur historique et un témoignage des lectures et lecteurs de l'époque. Ce que l'on a souhaité, c'est les maintenir en état et avec toutes les traces qu'il peut y avoir à l'intérieur. Quand il y a des bouquins comme Proudhon, on a dans certains cas, en marge, écrit « Je ne suis pas d'accord ». Ça, c'est très précieux pour nous. On sent que ça a été lu. Les livres ne sont plus prêtés depuis 20 ans, mais restent disponibles à la consultation tous les samedis après-midi. Une invitation pour les curieux, gourmands de lecture ou de patrimoine. Pour finir la balade, direction la butte aux cailles et le temps des cerises.
Un restaurant ouvert en 1976 sous forme de SCOP, une société coopérative ouvrière de production. C'est-à-dire que l'établissement appartient à ceux qui y travaillent et à sa création, il se voulait révolutionnaire. Des spectacles gratuits pour les vieux, de la nourriture vraiment pas chère. L'objet, c'était que une personne seule puisse venir manger au Temps d'Estrise sans que ça lui coûte plus cher que si elle mangeait toute seule chez elle. Et ici, l'esprit n'a pas vraiment changé. Sur les murs, l'histoire syndicale, militante, politique française s'affiche aux côtés de chanteurs venus animer les soirées du restaurant. Une identité sauvegardée et affirmée. Le lieu n'a pas changé, c'est toujours rouge et noir, bon ça c'est vraiment notre identité, mais il n'y a pas que la couleur, on n'a rien changé. Je pense qu'il est important, dans une grande ville comme Paris, qu'il y ait des lieux comme ça qui soient imperturbables. En plus de 40 ans, le quartier s'est bien embourgeoisé et les soirées politiques à bâtons rompus se sont raréfiées. Mais le temps des cerises reste un symbole parti pour durer. Et voilà, vous pouvez désormais battre le pavé parisien sur les traces de son histoire ouvrière. Froissée comme du papier, ondulée comme du tissu, la porcelaine se plie aux envies de la créatrice Maryk Korus. Jalousement gardé par l'Empire du Soleil levant pendant des siècles, le mystère de la fabrication de la porcelaine a longtemps été une quête inatteignable pour l'Occident. Et ce n'est qu'au tout début du XVIIIe que l'on arrive enfin à percer les secrets de cette terre blanche. Vous voulez le connaître? Eh bien, il suffit d'ajouter du kaolin, un argile blanc. La formule en poche, l'utilisation de la porcelaine s'est répandue comme une traînée de poudre en France et notamment à Limoges. Depuis, on ne compte plus les héritages de services à thé, de plats de service et autres arts de la table. Mais la porcelaine peut être aussi sculptée à condition de savoir la dompter. Et c'est tout près de Royan que l'on découvre l'univers marin et organique de Maryk Korus. Elle murmure à l'oreille de la céramique. Une faculté qui n'était pourtant pas une évidence, mais est très vite devenue vitale pour Maryk à la suite d'un projet d'exposition dont le thème était le noir et blanc. Donc le noir, moi je savais faire avec mes émaux. Le blanc, pour moi, ça pouvait être que la porcelaine, que j'avais jamais utilisée parce que les potiers m'en disaient beaucoup de mal. Et quand je me suis lancée dans la porcelaine, j'ai continué, je lâche plus la porcelaine. Et ce qui lui plaît le plus dans cette matière, c'est sa sensualité et sa souplesse. On a ce privilège de pouvoir modeler la matière, de la toucher. C'est reposant. Ici, je suis certainement beaucoup plus calme et beaucoup plus décontractée que dans la vie courante. Et il vaudrait mieux car Maryk a le souci du détail et même si elle laisse ses mains et la matière la guider, tout est un travail de précision. Car la moindre faute d'inattention pourrait être fatale dans le four. La porcelaine est gorgée d'eau et lorsqu'elle cuit à 1200 degrés dans le four, elle peut se rétracter. Mais forte d'expérience, parfois malencontreuse, Maryk a 2 conseils à donner aux apprentis potiers, alors retenez bien la leçon. L'incontournable, c'est que la pièce, elle doit être complètement sèche. Si elle n'est pas sèche, il y a encore de l'eau de constitution dans la terre. Et là, ce n'est pas des fentes, ça explose complètement dans le four. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que ça, c'est un volume creux. Donc, si on oublie, comme je l'ai fait une fois sur une immense pièce, si on oublie de faire un trou, eh bien, l'air emmagasiné avec la chaleur va gonfler, et puis, comme il ne peut pas sortir, ça explose. Adepte de la texture des fonds marins, Maryk utilise de nombreux ustensiles pour lui permettre d'atteindre la texture parfaite. Et ici, pas besoin d'outils conventionnels. Maryk fait plutôt dans la batterie de cuisine, le pressail, le chinois ou le rouleau à pâtisserie. Elle fait même ses propres moules. Je me suis fait une plaque qui me sert d'empreinte. Comme ça, le morceau de terre est pris un peu en sandwich entre les deux, entre le rouleau, ce qui fait qu'il y a une texture de chaque côté. Et toujours pareil, là, j'incline un peu le rouleau pour affiner le bord. Vient ensuite un jeu d'assemblage et de façonnage de ces différents coraux. Parfois déchirés, tantôt roulés, ondulés ou en accumulation de barbotines, Maryk varie les plaisirs pour créer son petit monde sous-marin. Et parfois, au gré de ses balades, elle accumule des petits objets rejetés par la nature.
Ça, c'est ce qui tombe avec le gland. Et puis, on vient enduire de barbotine. Et après, le support, c'est de la cellulose, c'est du bois. Et ça vient brûler à la cuisson. Et il reste la petite gangue de porcelaine. Et on peut faire ça avec tout ce qu'on trouve. Inspirée par ce que le monde lui donne et la noblesse de la porcelaine, Maric donne vie à un univers en blanc mais coloré de poésie. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite. En attendant, restez chic toujours. Bye!